رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Nous voilà avec une nouvelle personnalité, quelqu'un qui a marqué son époque, quelqu'un qui a justement, avec une fidélité et une ouverture, une fidélité à son islam et une ouverture sur la modernité, il a pu relancer son pays sur la voie du développement. Il s'agit de Khayreddin Basha at-Tunisi. Il est né en 1820 dans un village au sud-est des montagnes du Caucase. Il est cherkessien d'origine. Il est encore enfant quand il s'est fait prisonnier lors d'une bataille entre les Ottomans et les Russes. Les Ottomans l'ont pris à Istanbul, où ils l'ont vendu à un homme riche, le doyen des Ashraf, Tahsin Bek. La femme de celui-ci l'a vendu plus tard au bey de Tunis, à l'âge de 17 ans. En 1837, son maître Ahmed Basha Bey lui a prodigué une éducation extrêmement intéressante et constructive. Il lui a assuré une instruction royale. Il lui a donné son nom. Depuis sa tendre jeunesse, il s'est fait remarquer par son intelligence, sa vivacité et sa curiosité. Ahmed Basha Bey lui a ouvert la route vers les grandes fonctions de l'État. Il a dit de lui-même qu'il est tunisien par adoption et qu'il en est fier et qu'il veut, il aime qu'on appelle le Tunsi. Il avait appris lors de son séjour à Istanbul les trois langues, l'arabe, le turc et le français. À Tunis, il a fait des études linguistiques théologiques très poussées à l'université de Zeytouna. Il s'est mis à apprendre les arts et les sciences militaires. Il est nommé plus tard responsable des arts militaires. Ahmed Basha a créé à l'époque l'école militaire pour réformer l'armée tunisienne, ainsi que l'administration publique et la modernisation du pays. Ahmed Basha a mis toute sa confiance en Khayreddin, qui a vite grimpé les échelons militaires, pour passer du grade de Bembashi, c'est-à-dire responsable de la cavalerie, en 1840, au grade de commandant des commandants, c'est-à-dire l'équivalent du général en 1852. En 1846, il a accompagné Ahmed Bey dans son voyage en France. Il est revenu plus tard dans une mission étatique de 1953 à 1956, pendant laquelle il a réclamé au nom de l'État tunisien le jugement de Mahmoud Ayad qui a volé le trésor. Il a réussi à faire revenir au trésor public tunisien la somme de 24 millions de francs, somme grande, astronomique. Pendant son séjour en France, il a remarqué l'écart qui sépare le développement des pays musulmans, arabo-musulmans, et les pays européens, qui sont très développés alors que les premiers, c'est-à-dire les pays arabo-musulmans, croulent dans le sous-développement, la corruption et l'immobilisme. Il a étudié les bases et les leviers de ce développement européen. Il a largement enrichi ses connaissances en administration et en droit, et il a été bien intéressé par le régime constitutionnel auquel s'adossent toutes les institutions de l'État. Par ordre du bey, il est allé en France donc pour demander le jugement de Mahmoud Ayed, comme je l'ai dit, qui a volé des biens sociaux et a pris fuite en France. Et donc il a réussi dans sa mission et il est resté justement 3 ans pour maîtriser sa connaissance de l'Occident et de la France en particulier. Khayreddin rêvait d'une vraie réforme de l'État de Tunisie. Il soutient tous ceux qui s'y prennent et en réfléchissent. Par exemple, il a fortement soutenu Mohammed Bey quand il a fait Ahd al-Aman, le décret de la paix. Ce décret, qui a donné aux Tunisiens les mêmes droits, à tous les Tunisiens les mêmes droits devant la loi
quelles que soient leurs origines ethniques ou leurs appartenances religieuses. De même, il a soutenu Sadr Bey, successeur de Mohammed Bey, quand il a promulgué le Destour, c'est-à-dire la Constitution, le 29 janvier 1861, lequel prévoit la composition d'un nouveau conseil consultatif de 60 membres, appelé le Grand Conseil. Khaireddine en était le président. Il aimait la vie militaire et politique. Il est féru de l'histoire qu'il a étudiée avec appétit, ce qui lui a permis d'être nommé le responsable du bureau des arts militaires. Il y a montré ses compétences. À partir de là, il a grimpé les fonctions et les grades militaires. Ahmed Bey comptait énormément sur lui car il a montré un grand savoir-faire dans la réorganisation du ministère de la mer, de la marine et bien d'autres ministères. Malheureusement, il a trouvé devant lui une épaisse corruption qui touchait toutes les strates, des membres du gouvernement, des membres du Grand Conseil, d'autres grands responsables. Il a préféré présenter sa démission quand il a senti les magouilles de ceux-ci le toucher. Il a laissé derrière lui une image d'un homme intègre, juste et compétent. En 1857, Khaireddine est nommé ministre de la Défense. Il a largement contribué à l'explication du décret de la paix promulgué par Mohammed Sadr Bey. Il a, entre autres, restauré totalement le port de la Goulette. Il a réformé l'uniforme de l'armée marine. Il a bien cadré les traités avec les étrangers dans le sens de la préservation des intérêts tunisiens. En France, il a passé, comme je l'ai dit, 3 ans. Il a enrichi ses connaissances en administration en droit et il commence à réfléchir sur les causes du sous-développement. Parmi ses réalisations en cette période, il y a la restauration du port de la Goulette et la création d'un chantier naval où l'on fabrique des bateaux de toutes sortes et toutes sortes d'embarcations. Le renforcement du réseau routier afin de mieux relier les différentes régions du pays et la promulgation de plusieurs lois de réforme dans le domaine de l'éducation et de l'agriculture. Toujours fidèle à son esprit réformateur, il a proposé au Bey en 1861 d'accorder donc à la Tunisie une constitution qui a été la première constitution dans le monde arabe ou arabo-musulman. Il a contribué activement à sa rédaction et son élaboration. Devant l'énorme corruption qui traversait les services et les responsables, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas aller très loin et donc il a préféré présenter sa démission dont il dit lui-même « Je serai inefficace dans un environnement corrompu. J'ai essayé de faire évoluer les choses dans le sens de la justice et de la sincérité, mais l'inertie m'a découragé. Je n'ai pas voulu être hypocrite devant le peuple. Être à la tête d'un ministre, grand soit-il, ne m'intéresse plus. J'ai décidé de démissionner. » Remarquant la politique néfaste du Premier ministre Mostafa Khaznadar qui se base sur l'endettement excessif aux pays étrangers, il n'a pas accepté de le cautionner, il est rentré en conflit avec lui, il a décidé de se retirer définitivement de la politique. En 1862, il s'est mis à l'écart de toute fonction officielle, il s'est mis à lire la pensée et la politique. De 1862 jusqu'à 1869, il s'est concentré sur soi-même en se donnant à la lecture et à la réflexion. Il dévorait les livres et les journaux. Il engageait des discussions et des débats avec ses amis tels que le général Hussein, le général Rostom et de nombreux chouyours de la Zaytouna de grande renommée tels que Ahmed Ben Dhiaf, Mohamed Bayram Al-Khamis, 5, Salim Bouhajib. Et c'est dans cette période très mature qu'il s'est consacré à rédiger son fameux ouvrage Aqwam al-Masalik li ma'rifati ahwal al-mamalik, le plus sûr moyen pour connaître l'état des nations, publié en 1967 et traduit en français et en italien. Dans cet ouvrage, il expose les causes de la décadence de la Tunisie et plus généralement du monde arabo-musulman en établissant une comparaison entre les États européens et musulmans. Il propose des stratégies en matière de gouvernance et y compare les systèmes politiques européens. Il propose aussi une voie à suivre afin de réaliser des réformes qu'il juge nécessaires, conseillant une approche modérée qui adopterait certains programmes techniques de l'Occident tout en préservant les traditions tunisiennes.
Il fait appel directement aux ulama et souligne que la classe dirigeante devrait servir de gardien de bien-être de la population. Son épouse Junaina est décédée en 1870. Ses relations avec son beau-père Mustafa Khaznadar, justement le chef du gouvernement, qu'il ne portait plus trop dans son cœur, ses relations se détériorent avec lui. Il lui reproche sa mauvaise politique qui va mener le pays dans la faillite. En 1871, il est revenu à la politique d'abord en tant que président de la commission de contrôle des finances publiques. 2 ans après, au mois d'octobre 1973, il succède à Mustafa Khaznadar qui l'aura contribué à destituer après l'avoir accusé de détournement de fonds publics avec la complicité du favori Mustafa bin Ismail comme grand vizir. Chef du gouvernement tunisien comme donc Premier ministre, sous le règne de Mohamed Sadr Bey, dès sa nomination, il a commencé à mettre en place ces réformes qui sont nombreuses. Alors, ces réformes, il a annulé les impôts qui ont mis les gens dans un endettement chronique. Il a encouragé les plantations des oliviers et des palmiers en supprimant les taxes sur les terres cultivables. Il a réorganisé les impôts sur l'import-export en fixant 5% sur les marchandises importées et beaucoup moins sur les marchandises exportées. Il a aboli la collecte des impôts par les forces armées. C'était une tradition pour calmer les récalcitrants. Il a réorganisé l'institution des Awqaf et il lui a redéfini son rôle social et religieux. En 1864, il a mis à cette institution le zaytounien Mohammed Bayram Khamis. Il a réformé l'enseignement. Il a créé la fameuse école Sadiqiyya en 1875, relativement au Mohammed Bey Sadiq, plutôt Mohammed Sadiq Bey. On y enseigne la langue arabe, les sciences religieuses avec les sciences modernes et les langues étrangères. Il a mis à sa direction Mohammed Al-Abdi Zarrour. Il a réformé l'université de Zaytouna. Il a construit une grande bibliothèque moderne, Al-Abdaliya. Il a encouragé l'édition où il fait appel à des Égyptiens et des Libanais compétents en la matière. Il a fait progresser et encourager la presse. Et par bénédiction divine, le pays a connu durant 2 années successives de très bonnes récoltes de partout, ce qui a permis à l'État d'éponger une bonne partie de ses dettes aux étrangers et à la population de connaître une relative aisance et surtout la paix intérieure. Il est resté à ce grand poste jusqu'à sa dernière démission en 1877, suite à laquelle il est parti en Turquie. En effet, le sultan ottoman Abdelhamid II, le rappela à Istanbul pour lui proposer la fonction suprême, le grand Sadr, l'équivalent de Premier ministre de l'Empire ottoman. Il est resté donc à ce poste jusqu'à 1879, quand il a quitté le poste de Sadr al-A'dam. Il est nommé membre du Conseil des notables, l'équivalent du Sénat. Il est décédé à Istanbul en janvier 1890. Il est enterré dans la mosquée Ayoub. La Tunisie a rapatrié son corps en 1968. Il repose dans le cimetière tunisois Al-Jellez. Voilà, merci. Salam alaikum wa rahmatullah.